Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau format de conférence dû au confinement. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre cycle sur le bonheur avec l'époque des Lumières. Alors, le 18e, c'est vraiment un siècle qui s'est intéressé plus que les autres au bonheur, puisque les philosophes des Lumières, donc Diderot, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, ont intégré directement le bonheur dans le débat politique en faisant un des piliers du bon gouvernement. Donc en fait, le bon gouvernement devait être celui qui devait permettre d'assurer aux citoyens le plus de bonheur. Donc ce sera des conférences qui dureront aussi 1 heure et demie, donc la durée habituelle, sauf que ce sera découpé en 4 parties, 4 vidéos que vous pourrez regarder un petit peu dans l'ordre que vous voudrez, même si on suivra l'ordre chronologique, l'ordre du plan, comme on a l'habitude. Alors, voilà, ces conférences sont toujours effectuées sous la responsabilité légitime du musée départemental d'art ancien et contemporain à Épinal. Et les Lumières correspondent à la conférence qui devait avoir lieu en novembre. Et vous aurez également une autre conférence qui sera mise en ligne, qui est la conférence qui devait avoir lieu en présentiel en décembre, sur le bonheur et la société du loisir. Donc là, je vais commencer par vous présenter les grandes étapes de la conférence. Tout d'abord, vous aurez en introduction la présentation de l'époque du XVIIIe siècle et la présentation en fait, de la révolution picturale et de la façon dont les sujets en peinture se sont totalement transformés. Ensuite, on verra comment les Lumières envisagent le bonheur au présent, à travers la critique sociale, bien sûr, mais aussi à travers les représentations, les nouvelles représentations en peinture. Donc les philosophes des Lumières et leur conception du bonheur, le lien entre bonheur et liberté, comme on peut le voir à travers les beaux-arts, et enfin les nouveaux genres qui sont arrivés au XVIIIe siècle, la fête galante et la scène de mœurs, donc qui représentent le bonheur des classes aristocratiques et bourgeoises. En deuxième partie, nous verrons le bonheur au futur, comment les Lumières ont pensé l'utopie, l'imaginaire utopique, l'Uchronie et l'âge d'or. La question du mythe de l'âge d'or, avec le thème de la pastorale. En troisième partie, nous verrons la révolution amoureuse, puisqu'effectivement le XVIIIe, c'est le siècle des liaisons dangereuses, que vous connaissez tous. Et donc cette révolution amoureuse, on l'a peint aussi. Donc, comment on a représenté la sensualité et la sentimentalité, l'érotisme, et puis on s'attardera plus longuement sur Boucher et Fragonard. Enfin, on va essayer de réfléchir à l'individu, à la problématique de l'individu, puisque vous savez que c'est aux Lumières que naît, en fait, d'une certaine manière, l'individualisme. C'est des théories qui pointaient déjà à la Renaissance, mais qui, au XVIIIe siècle, deviendront de plus en plus prégnantes. On envisage le passage du sujet à l'individu. C'est ce passage du sujet à l'individu qui va mener aussi du passage de l'individu au citoyen. Donc on parlera de la collection privée, de l'éducation et de l'intimité. Donc ça, c'est une notion aussi nouvelle qui se manifeste aussi bien dans le portrait que dans la décoration des intérieurs. Et enfin, on va passer en conclusion de l'individu, comme je vous avais parlé, au citoyen, et voir que le bonheur n'est pas seulement une opinion philosophique, mais va finir par devenir un droit. Et ce droit au bonheur, eh bien, il interroge particulièrement nos sociétés contemporaines. Alors, en introduction de la grande histoire au sentiment, une révolution de la peinture. Là, vous voyez un portrait. Le premier portrait qu'on a déjà vu, qui est le portrait de Domenico Ghirlandaio, qui représente un vieil, qui est intitulé Le vieil réel jeune enfant, qui représente probablement un grand-père et son petit-fils. Donc simplement ici, ce que vous pouvez voir, c'est que la Renaissance a commencé à explorer l'individu dans son authenticité, puisque c'était la vérité d'un individu qui assurait la légitimité de sa place sur Terre. Cette thématique propre à la Renaissance eh bien, va peu à peu se dissoudre au XVIIe siècle. Pourquoi ?
puisque eh bien, la Renaissance finit par abandonner le réalisme. Elle se termine, vous savez, dans le sang et les larmes, entre la Saint-Barthélemy, les guerres de religion dues à la Réforme, en France, l'assassinat de Ravaillac par un catholique extrémiste. Ah, pardon, l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, catholique extrémiste, excusez-moi. Donc, plastiquement, c'est une période qu'on appelle le maniérisme et qui va abandonner tout réalisme, qui forme un peu une sorte de métaphore hein, des problématiques politiques contemporaines. Au XVIIe siècle, on a la volonté de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, de passer à un État qui est une monarchie centralisée, d'abord sous Louis XIII, puis ensuite sous Louis XIV, c'est ce qu'on appelle la monarchie absolue. Donc dans le second portrait que vous voyez, qui est le portrait de Charles Lebrun, peintre du roi, par Nicolas de Largillière, vous voyez que les choses sont tout à fait différentes. On ne représente plus la vérité d'un individu, mais on représente un individu dans ses liens avec l'État. Charles Lebrun, c'est le peintre du roi, c'est le peintre de la Galerie des Glaces, et vous voyez qu'il est représenté devant une esquisse de la Galerie des Glaces, habillé comme un aristocrate, comme un courtisan. Ce n'est pas son statut de peintre qui est mis en valeur, mais son statut de peintre du roi et d'une certaine manière d'instrument à la gloire de Louis XIV. Et c'est là-dessus qu'il faut partir pour comprendre combien le XVIIIe va changer les choses. La fin du règne de Louis XIV est un règne plutôt dévot, où les libertés individuelles sont de plus en plus rognées, et où effectivement la guerre de succession d'Espagne va ruiner les caisses de l'État. Les privilèges acquis par les protestants lors de l'édit de Nantes sont révoqués. On passe à l'édit de Fontainebleau qui impose une religion unique pour tout le royaume. Donc autant vous dire que quand Louis XIV décède en 1715, on attend véritablement autre chose. Son arrière-petit-fils, Louis XV, est trop jeune pour lui succéder, il est mineur. C'est la régence qui est mise en place. La régence est assurée par Philippe d'Orléans, qui est érudit, cultivé, libertin, et qui va, dans les commandes royales, soutenir d'autres types de sujets, d'autres types de représentations de soi, qui émergent et qui vont façonner le XVIIIe. Le XVIIIe siècle est un siècle qui sera passionné par les sciences, la raison, la liberté, et qui va se défier très largement des autorités traditionnelles. Donc, à travers ces questions, l'individu, oui, recherche son propre bonheur, et les penseurs réfléchissent à la façon dont ce bonheur peut être garanti par un état idéal qui, bien évidemment, n'est pas la monarchie. Donc, le bonheur au présent, fête galante et critique sociale, on va s'intéresser à la façon dont les philosophes des Lumières voient le bonheur, puisque, vous le savez, l'œuvre d'art ne peut pas être dissociée de son substrat intellectuel, philosophique, économique ou politique. Alors la philosophie des Lumières, elle repose sur 4 grands piliers. L'autonomie de la raison, la méfiance envers l'autorité, essentiellement religion révélée et majesté royale, la critique du politique, articulée autour des idées de tolérance, c'est Voltaire, de liberté et d'égalité, c'est Rousseau, et surtout l'idée de progrès. Donc, progrès du savoir, l'aventure de l'encyclopédie, progrès de la civilisation et progrès moral. Donc, on va passer assez vite sur la façon dont chacun des philosophes va envisager le bonheur, puisque chacun des philosophes des Lumières a réfléchi sur le bonheur. Ici, on s'intéressera aux principaux. Ce sera déjà pas mal. Donc, Denis Diderot a réfléchi à la façon d'articuler le bonheur individuel et le bonheur collectif. Donc, il était destiné à la tonsure, il s'est enfui, il a vécu à Paris dans la pauvreté pendant une petite dizaine d'années, il s'est fait connaître en donnant des cours, des traductions, il a rencontré Voltaire, Condillac, Rousseau, et il s'est très vite engagé dans l'histoire de l'encyclopédie.
Il a fait l'expérience de l'arbitraire royal en publiant les bijoux indiscrets, qui lui a valu d'être embastillé. Et il a réfléchi donc à la liberté, donc ça c'était quelque chose de très important pour lui, mais aussi à la façon dont cette liberté pouvait être le ciment d'un bonheur social. Dans le supplément au voyage de Bougainville, où il réfléchit à une utopie en parallèle avec la société tahitienne qui a décrit Bougainville, il va mettre en place un idéal social philosophique, donc qui est plutôt exprimé dans les fragments échappés du portefeuille d'un philosophe, où est extrait la citation suivante, où il explique: une société idéale est une société où un homme ne peut être la propriété d'un souverain, un enfant la propriété d'un père, une femme la propriété de son mari, un domestique la propriété d'un maître, un nègre la propriété d'un colon. Alors déjà, aujourd'hui, il y a certaines de ces conceptions qui sont un petit peu compliquées à appliquer. Voilà, pour certains systèmes philosophiques. Donc, vous imaginez, le 18e, c'était extrêmement progressiste. Montesquieu, pour lui, il s'est attaqué au problème de l'État. Il a réfléchi à la façon dont l'État pouvait, en pratique, garantir aux citoyens le plus de bonheur possible. Donc Montesquieu, eh bien, c'est un aristocrate, mais dont les revenus dépendent de son domaine. Donc il est né dans un grand domaine dont il tire ses revenus. Donc il n'a pas besoin d'être courtisan. Il a été élevé par les oratoriens, mais il va épouser une calviniste. Il est provincial, donc il a vraiment une racine provinciale très importante, mais il vit à Paris. Donc c'est quelqu'un qui est très ouvert, très érudit, très ouvert, et d'esprit. Et il va voyager. Donc il va commencer d'abord par publier un livre qui s'appelle Les Lettres persanes, qu'il va publier sous la Régence, qui va le rendre célèbre et qui va le décider à se lancer dans une carrière littéraire. Et donc, dans ce livre, on a cette phrase: les hommes sont comme des plantes qui ne croissent jamais, heureusement, si elles ne sont bien cultivées. Donc, il va s'intéresser à la façon de cultiver les plantes, donc au gouvernement, afin que les hommes puissent, comme les plantes, croître de manière heureuse. Il va voyager de 1728 à 1731 en Europe. Il va comparer les systèmes politiques existants et inscrire l'histoire actuelle dans une dynamique chronologique en réfléchissant sur les bienfaits et les limites des différents systèmes politiques élaborés en Europe depuis l'Antiquité. Donc il compare les systèmes des Romains, l'Empire romain, la République, effectivement, la démocratie grecque, et les systèmes politiques actuels. Donc Montesquieu en tire la conclusion suivante: c'est que l'État le plus apte à garantir aux citoyens le plus de bonheur possible n'existe pas. Voilà. Un tel État devrait reposer sur la séparation des pouvoirs. On rappelle qu'en France, sous la monarchie absolue, le roi détient les trois pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire. Valoriser les corps intermédiaires, la noblesse, la bourgeoisie, le Parlement. S'appuyer sur une constitution. Et surtout, faciliter la vie des citoyens. Donc pour Montesquieu, les lois de l'État devraient prendre en compte les sentiments et les mœurs des citoyens. Pour légiférer, pour établir des lois, l'État ne devrait pas s'établir uniquement sur des précédents institutionnels ou légaux, mais voir comment les hommes fonctionnent, se réunissent, ce qu'ils aiment, ce qui leur plaît, et légiférer là-dessus, en partant du principe que si les lois partent des habitudes, elles seront beaucoup plus facilement suivies et elles seront plus aptes à garantir une cohésion sociale et le bonheur d'un individu. Donc, partant de là, il va s'opposer très fermement à tout ce qui limite les libertés et à tout ce qui fait violence, effectivement, aux mœurs des individus, comme le dogmatisme religieux, la colonisation et l'esclavage. Ce qui, ne l'oublions pas, pour l'époque, est extrêmement moderne. Le Code noir qui réglemente l'esclavage a été établi au siècle dernier par Colbert, donc autant dire hier. Donc Montesquieu a des idées très très avancées dans le domaine.
Pour Rousseau, il fait correspondre le bonheur à l'état de nature. Donc l'état de nature, on entend beaucoup parler chez Rousseau, c'est la théorie du bon sauvage, l'idée que l'homme naît bon et que la société le rend mauvais. Donc on va essayer de comprendre pourquoi au travers la chronologie de ses écrits. Donc Rousseau, il est né donc en 1712, donc au tout début du siècle. Lui, il va violemment critiquer le progrès. Donc pour cela, il s'oppose vraiment à Voltaire, hein, il a un discours qui est très différent. Il va violemment critiquer le progrès. Et il pense que le progrès, d'où découle la civilisation, et donc la société, va rendre l'homme mauvais. Donc cette idée, en fait, de décadence liée au progrès, va s'exprimer d'abord dans un discours sur les sciences et les arts en 1750, qui va lancer sa carrière. Donc pour lui, il va vous montrer comment, dans l'origine de l'illégalité, le texte qui suit, l'homme social est un homme dénaturé, en deux mots, d'une certaine manière. Dès que l'homme s'éloigne de la nature, donc de son état naturel, il devient mauvais. La société le rend mauvais. Il va donc proposer un nouveau contrat social, du contrat social, en 1762, partant du principe que si la société est mauvaise et corrompue, l'homme potentiellement peut ne pas l'être. Donc, un agrégat de volonté libre, librement consenti, peut permettre de proposer de nouvelles formes de vivre ensemble, et que ce pacte social peut déboucher sur l'élection d'un représentant qui est à même d'exercer une autorité sur la collectivité fondée sur des agrégats de volonté librement consentis. Donc il s'oppose complètement au principe de la monarchie absolue, puisque dans la monarchie absolue, le roi tire son pouvoir de Dieu. Alors que pour Rousseau, l'autorité légitime doit venir non pas d'un quelconque Dieu, mais doit bien venir du peuple, d'un pacte social ou d'un contrat social. Il va exprimer ses réflexions plus personnelles sur le bonheur, la société, l'état de nature dans les confessions et dans les rêveries d'un promeneur solitaire, et c'est là qu'on trouve vraiment sa vision du bonheur, qui s'oppose effectivement à la notion de progrès et de société. Il explique dans les confessions: je ne vois plus rien dans l'avenir qui me tente. Les seuls retours du passé peuvent me flatter. Et ces retours, si vifs et si vrais dans l'époque dont je parle, me font souvent vivre heureux malgré mes malheurs. Donc pour Rousseau, le bonheur est dans le passé. Et ça va avec l'idée d'un paradis perdu. Le paradis de la nature, le paradis de l'enfance, où l'homme ne fait pas encore société, où il est proche de ses sensations, de ses émotions, dont le souvenir peuvent lui procurer du bonheur. Donc c'est cette idée de l'âge d'or qui se situe dans l'enfance, dans ce paradis perdu, dans la nostalgie, dans le passé, dans la nature. Cette nature dont il va expérimenter la puissance dans les rêveries du promeneur solitaire, et qui exprime en fait que pour lui, le bonheur ne dépend pas d'une action. Donc ça, c'est un petit peu contraire à ce que beaucoup de philosophes pensent. C'est une idée qui est très rousseauiste, mais dépend du sentiment ressenti. C'est aussi une idée que le bonheur, eh bien, il est à la portée de tous. Il n'est point besoin d'être sage, d'être érudit, d'être cultivé, d'être noble, d'être aristocrate, d'être pauvre ou riche pour être heureux. Il faut simplement savoir profiter de la vie quotidienne, respirer, se promener. Voilà, c'est quelque chose qui est, malgré tout, même si Rousseau est très pessimiste, il pense que ce bonheur, et ce bonheur simple, peut être à la portée de tous. Et il pense qu'un État légitime, en laissant les gens, effectivement, d'une certaine manière libres de ressentir ça, et en tirant son autorité du peuple, et non pas d'un arbitraire, peut rendre l'homme heureux. Et que donc, par conséquent, le bonheur s'inscrit dans le débat politique. Pour Voltaire, alors Voltaire c'est différent. Pour Voltaire, le bonheur, c'est le progrès.
Voilà. C'est très très simple. Il est très très content d'être né au XVIIIe, il pense que c'est une époque merveilleuse, que c'est une époque de progrès technique, de progrès industriel, de progrès, voilà, de progrès intellectuel. Et que justement, parce que cette époque est aussi guidée par les idées philosophiques de la raison, euh, les contemporains du XVIIIe peuvent faire mieux que ceux d'avant. Donc c'est un progrès, voilà, un progrès de civilisation. Donc Voltaire, le voilà. Il a écrit un poème qui a fait un peu sensation, bon, qui a été censuré parce qu'il était jugé très licencieux, qui s'appelle Le Mondain, dans lequel il disait « La soie et l'or ne brillaient point chez eux, admirez-vous pour cela nos aïeux? Il leur manquait l'industrie et l'aisance. Était-ce vertu? C'était pure ignorance. » On ne peut pas parler de vertu, on ne peut pas parler de bonheur, on ne peut parler d'aucun sentiment si les hommes n'ont pas à faire un choix entre le luxe et la frugalité. À partir du moment où ils l'ont, ils peuvent être vertueux. S'ils ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont rien, bon bah voilà, il n'y a rien à dire. Donc par conséquent, les hommes euh, ne peuvent pas régresser, ils ne peuvent pas retourner à un état qui de toute façon n'a plus lieu d'être. Ils ne peuvent que progresser. Donc ça, c'est une vision très optimiste, alors que Rousseau est plutôt pessimiste. C'est dans cette optique qu'il écrit Le siècle de Louis XIV. Donc il va parler de grand siècle, hein, le grand siècle, le siècle de Louis XIV, le siècle d'or, non pas seulement au niveau politique, puisqu'on est plutôt critique sur l'aspect politique du siècle de Louis XIV, mais au niveau artistique. Pour Voltaire, c'est un grand siècle, parce que ce siècle-là a mis en place, d'une certaine manière, la grandeur de la France. Donc, c'est Racine, c'est Corneille, c'est Molière, c'est Versailles, c'est la Galerie des Glaces, c'est le colbertisme. Donc, c'est une gestion centralisée, modernisée de la France. Et pour Voltaire, tout ça, ce sont des bonnes choses. Il y avait un arbitraire politique, certes, mais parce que le XVIIIe est, lui, guidé par la raison, et forcément les Lumières, il peut sortir de l'obscurantisme du XVIIe et faire mieux. Donc on a une critique implicite du siècle de Louis XV et une volonté d'intégrer la philosophie au cœur du débat politique afin d'améliorer effectivement la société. Puisque, c'est la thèse de Candide, il ne suffit pas pour être heureux de penser que tout va bien dans le meilleur des mondes et d'admirer béatement, comme le fait Pangloss, le maître de Candide, eh bien, les effets des gouvernements ou de la vie courante sur les hommes. Pour être heureux, Candide commence par le croire pendant toute la majeure partie du roman, et puis quand il rentre chez lui, il aperçoit que l'idéal qu'il avait soutenu, c'est-à-dire Cunégonde, bon, bah, la possibilité de se marier avec elle n'a plus vraiment lieu d'être. Une fois que le mariage est permis, sa fiancée est devenue laide, elle ne l'intéresse plus trop. Donc il en conclut que pour être heureux, eh bien, il faut cultiver son jardin. Donc si Rousseau pense que le bonheur ne dépend pas de l'action, pour Voltaire, ah si, carrément. Donc voilà, pour être heureux, il faut faire des choses et il faut se rendre soi-même en état, en capacité, effectivement, d'être heureux. Donc ça, cette croyance dans l'amélioration de l'homme, le progrès technique, est vraiment au centre des idées de Voltaire. Le bonheur et la liberté vont préoccuper effectivement à ce point les Lumières que Saint-Just va en faire un objet politique de première importance. Donc Saint-Just, c'est la révolution voilà, c'est associé à la terreur, la révolution qui commence après la mort de Louis XVI. Et dans un discours à la Convention, Saint-Just exprime que le bonheur est une idée neuve en Europe. Sous-entendu, la révolution a pour devoir d'apporter le bonheur à ses concitoyens. La révolution politique doit déboucher effectivement sur un bonheur moral. Et cette volonté d'apporter aux citoyens le bonheur, d'une certaine manière, la rend
légitime. Bon, avec tous les dangers, dangers que ça peut concourir. Mais en tout cas, pour vous dire que vraiment, c'est une idée qui est absolument fondamentale pour les Lumières et qui se poursuit jusqu'à la fin de la Révolution française. Alors, dans les arts, comment s'exprime-t-elle? Là, je vous montre 3 portraits, donc étalés dans le temps. Le premier, on l'a vu, donc ce sont 3 portraits d'artistes. Le premier, on l'a vu, c'est le portrait de Charles Lebrun par Nicolas de Largillière. C'est un portrait officiel. Et Charles Lebrun n'est pas caractérisé physiquement, mais défini dans ses relations avec l'État. Ce n'est pas le portrait d'un homme, c'est le portrait, ni même presque le portrait d'un artiste, c'est le portrait d'un artiste au service du roi. Ensuite, vous avez le portrait de François Desportes, qui est un autre peintre du roi, peintre de Louis XIV, voilà, qui est peintre de chasse. Et là, alors, au lieu de se représenter de façon protocolaire dans son atelier, il se représente de manière champêtre, dans un cadre qui lui fait plaisir. Son visage est davantage caractérisé, il est saisi dans l'action, en train de caresser un de ses chiens, effectivement, de chasse, avec son trophée. Donc, il met aussi en scène son talent, d'une certaine façon. Son talent et ses plaisirs. Et enfin, le dernier autoportrait, qui est beaucoup plus avancé dans le siècle, c'est le portrait du peintre James Barrie, qui est un peintre anglais. Et lui, il se met en scène, donc il est en train, c'est purement là, c'est vraiment un portrait de peintre, hein, parce qu'on voit qu'il a à la main ses pinceaux, sa palette, son atelier, la toile qu'il est en train de représenter, le torse qu'il est en train de copier. Mais il ne se représente pas en train de faire quelque chose, il se représente en train d'être dérangé, en train de faire quelque chose. Donc c'est son sentiment, sa surprise, son attitude, sa personnalité, son individualité qui compte. Donc dans les représentations qu'il a ou qu'il donne de lui, l'artiste va affirmer aussi sa liberté. Donc ça, c'est quelque chose dans les arts qui est très nouveau, cette affirmation de la liberté effectivement d'être soi dans la représentation qu'on donne de sa personne. Le bonheur va aussi faire l'objet, va déboucher sur de nouveaux types de représentations qui sont la fête galante et la scène de mœurs. Donc la fête galante va caractériser les représentations de l'aristocratie, de la noblesse, et la scène de mœurs, via le biais de la famille, ici c'est celui que j'ai choisi, va caractériser les représentations de la bourgeoisie. Donc au XVIIIe, on a une bourgeoisie montante qui s'affirme effectivement par l'industrie, qui devient extrêmement prospère, surtout en face d'une aristocratie qui est effectivement de plus en plus décadente et de plus en plus accrochée à ses privilèges. Et derrière le thème de la fête galante, et le thème de la famille pour la bourgeoisie, chaque classe sociale va affirmer sa manière d'être heureuse et de se divertir. Donc, le premier peintre qu'on va voir, c'est celui qui a inventé les fêtes galantes, c'est Watteau. Antoine Watteau s'est spécialisé dans le genre de la fête et de la distraction. Mais avant de représenter des fêtes galantes, il s'est intéressé à des petites scènes un peu plus comiques. Donc là, vous voyez, c'est un bal d'enfants. Vous avez le sujet de l'enfance, qui est un sujet nouveau, un sujet effectivement plus gracieux, plus charmant, plus enjoué, plus spontané. On l'interprète comme une allégorie de l'hiver, parce que là, vous avez un petit enfant en bas. Je ne sais pas si vous voyez dans l'angle inférieur droit du tableau, qui est en train de se chauffer à un brasero. Donc on pense que c'était une allégorie de l'hiver. Le cadre est clairement aristocratique, référence à l'antique via les bustes, femmes en costume de cour, enfants habillés de manière adulte ou mondaine. C'est une scène de réjouissance.
Watteau s'intéresse à la fête via le travestissement. Donc là, vous voyez la scène qui est intitulée Comédien italien, mais on ne sait pas exactement où se situe la part des comédiens et où se situe la part des figurants. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose où vous avez deux comédiens à l'arrière-plan qui s'embrassent. Euh, et les comédiens italiens sont un sujet qui est un sujet extrêmement à la mode, puisque sous tout le règne de Louis XIV, vous n'aviez que la comédie française. C'est à ce moment-là qu'a été créée la comédie française. Donc par conséquent, il n'y avait que les comédiens français qui avaient le droit de citer à Paris. Les comédiens italiens ont été chassés. Toutes les pièces de la Commedia dell'arte étaient interdites au répertoire. Sous la Régence, ils sont revenus. Et la Commedia dell'arte, c'est aussi une pièce bouffonne, c'est Pierrot, c'est Colombine, c'est Harlequin. C'est tout ce côté du divertissement qui est revendiqué par une certaine aristocratie, puisque l'aristocratie va aussi voir des pièces de la Commedia dell'arte. Donc le théâtre fait partie des divertissements aristocratiques. Et ça, c'est l'idée très importante qu'il faut, et le théâtre festif, hein, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est tout le thème des fêtes galantes. Si la bourgeoisie travaille, l'aristocratie, non. Elle tire ses revenus de son héritage et de ses domaines, ainsi que des impôts. Donc sa fortune, elle la doit à sa naissance et non pas à ses acquis. Et ça, c'est une revendication de l'aristocratie, puisque là, elle va se représenter comme une classe oisive qui a du temps pour les loisirs et les distractions. Vous voyez le lien aussi avec le bonheur. Les costumes de la fête galante mélangent à la fois le théâtre contemporain et l'habit classique de cour. Donc on est entre le travestissement, la fête et la représentation effectivement d'une peinture mondaine, qui, par le lien avec Cythère, qui est la déesse de l'amour, hein, l'île de Cythère et l'île de l'amour, eh bien, fait référence aussi au bonheur et au plaisir. Donc ces thématiques, ce lien entre théâtre, oisiveté, distraction, divertissement, sentiment amoureux, se manifestent dans toute une gamme de peintures. Vous voyez aussi l'amour paisible ou la gamme d'amour ici, qu'on appelle les fêtes galantes, et qui parlent de l'aristocratie. La bourgeoisie, elle, que ce soit une haute bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, petite bourgeoisie, va travailler. Elle va tirer ses revenus, sa légitimité, effectivement, du travail. Et elle va exprimer, parce que bon, c'est pas très glamour de se faire représenter à son bureau en train de visser les papiers, mais elle va exprimer son statut social par ce que le travail lui a permis d'acquérir et d'entretenir, c'est-à-dire un foyer et une famille heureuse et prospère. Donc on va représenter les moments ensemble, ainsi que le bonheur d'être en couple et d'avoir des enfants. Donc là, la première gravure représente une vue familiale dans un intérieur. Donc le bonheur d'un père, eh bien, ce n'est pas de faire la fête comme les aristocrates, mais c'est simplement de rentrer chez lui après une journée de travail et de retrouver son chien, sa femme et son petit bébé. Alors, ça peut faire bondir hein, aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est au 18e. Et au 18e, cette manière de se représenter, de se valoriser, plutôt que de mettre en avant ses liens avec l'État, est extrêmement moderne. Garantit aussi une idée du bonheur, le bonheur d'une classe sociale spécifique, qui est la prospérité du foyer. On est un petit peu plus dans l'aristocratie, mais ce sont quand même des mœurs bourgeoises. Donc là, on n'est pas dans une fête galante, on est dans une scène de mœurs, hein, frontière un peu... bon. Voilà, dans le déjeuner de boucher, donc ils partagent, ça s'appelle le déjeuner, mais bon, ils partagent plutôt un chocolat. Et vous voyez que la joie, effectivement, d'une famille prospère, eh bien, c'est passer des moments ensemble autour de quelque chose de bon. Voilà, bon, bah, c'est des choses qu'on a tous aujourd'hui, hein, se retrouver autour d'un bon goûter et d'une brioche faite maison avec un chocolat chaud fait avec du vrai chocolat qui est fondu dans du lait et fouetté pendant des heures et versé dans des jolies petites tasses. Voilà, ma fille de 4 ans, c'est son bonheur, elle adore et nous voir le bonheur dans ses yeux, on trouve ça magnifique.
Donc, grosso modo, c'est des thèmes qu'on peut toujours vivre et qui n'ont pas changé. Le bonheur aussi s'exprime par le travail. Donc là, c'est un tableau qui s'appelle La mère laborieuse. Donc on est clairement aussi, vous voyez les paravents, les chenets, la cheminée, tout ça. Puis le petit chien qui est un carlin. Hein. Bon, on est clairement dans un intérieur bourgeois où, oui, effectivement, on travaille. Mais derrière ce travail, il y a une propreté, il y a une aisance, il y a aussi la volonté de transmettre quelque chose à son enfant, que ce soit un savoir-faire, que ce soit un métier, que ce soit une richesse. Et donc, du coup, voilà, c'est cette idée-là qui est vraiment très très importante pour la bourgeoisie. Cette idée de prospérité, de partage, de famille et de transmission. Donc voilà comment on voit le bonheur au présent. Déjà, en envisageant la société dans laquelle on vit, les philosophes, en la regrettant, en la critiquant, ou en se basant sur cette société pour proposer quelque chose de meilleur. Et puis dans les arts, en affirmant la liberté de son individualité plutôt que ses relations avec l'État, et en exprimant effectivement ce qui fait l'essence et la prospérité de son statut social. Nous allons terminer cette vidéo pour la première partie et nous allons passer à une seconde vidéo pour voir comment on pense le bonheur au futur, comment on projette effectivement, comment les Lumières projettent le bonheur dans le temps futur et quel rôle les artistes ont à jouer dans cette question.